Bonsoir à tous. On va commencer, on attendait une classe mais ils devraient attendre de nous rejoindre. Merci à tous d'être là ce soir. Donc cette rencontre, elle est un peu particulière, elle s'inscrit dans un cycle de rencontres qui s'appelle Les Curieux Mardis, qui est initié par le muséum, qui d'habitude se déroule au muséum. Et puis le sujet de ce soir sur le balafon, qui fait partie des collections et qui est exposé dans l'exposition Police en ce moment au musée, a fait que voilà, Patrick Bacot a accepté de nous accueillir ici. Donc au nom du muséum, je le remercie. Je remercie ses équipes de nous avoir si bien accueillis. Et je vous laisse en compagnie de Maxime Echardeau qui va tout vous dévoiler sur le balafon, son univers musical passionnant. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Bonsoir, à mon tour de remercier à la fois Patrick, le directeur du conservatoire, qui me prête cet espace qui, je trouve, est très approprié pour cette rencontre. Et par ailleurs, le Muséum d'Histoire Naturelle, qui, quand il m'a contacté via l'entremise de Pape Sissoko, qui est un musicien franco-sénégalais vivant au Havre depuis quelques années, c'est vrai que ça m'a paru comme un challenge d'essayer d'organiser une conférence-concert autour d'un instrument que je ne connais pas, parce que évidemment c'est pas mon balafon, d'un instrument qui est peu accessible parce qu'il est sous verre en général. Donc Pape m'a fait une vidéo qui m'a permis de voir un peu comment l'instrument sonnait et de commencer à imaginer un programme que je pourrais vous présenter ce soir. Mon ambition de ce soir, vous voyez, il y a d'autres instruments que l'unique balafon, il y a par ailleurs un écran vidéo. Mon idée, c'est de placer ce balafon au point de départ et au point d'arrivée d'une forme de voyage musical, organologique, c'est-à-dire parler de l'instrument, musicologique, c'est-à-dire parler de la musique, et parler aussi de style et d'influence, c'est-à-dire d'essayer de voir dans quel style musical cet instrument s'inscrit. Vous verrez qu'il s'inscrit aussi dans une aire géographique précise, et quels sont les instruments qui peuvent éclairer cet instrument, c'est-à-dire par proximité géographique des instruments africains que je vais vous présenter, par proximité de sonorité. Je vais aussi vous jouer un petit peu de marimba. Ce sera un appui à un moment pour vous montrer comment le balafon a voyagé aussi. Voilà. Donc ça va être un voyage dans lequel je vais prendre à la fois la parole, vous montrer des médias et moi-même jouer. Il y aura un temps pour des questions dans une petite heure, là la dernière demi-heure. Voilà. Et pour commencer, pour vous mettre dans la sonorité de cet instrument, je vais vous jouer un morceau qui s'appelle Dia Djomba.
tout de suite commencer par vous présenter l'instrument en tant que tel. Ça va venir dans quelques minutes. Je voudrais commencer par vous parler des gens qui jouent cet instrument. Pourquoi? Parce que ce qui m'intéresse dans le balafon, et ce que moi il m'a appris, c'est qu'un instrument est au cœur d'une transmission. Cet instrument, le balafon, a transmis des choses dans le style musical et à des personnes. Ces personnes ont appris ces choses, je vais vous en parler, et les ont transmis. Et moi-même, je me situe dans cette chaîne dans laquelle j'ai appris un petit savoir sur la musique qui n'est pas ma musique originelle, puisque je ne suis pas africain, mais j'essaye moi-même de me placer dans une transmission. Donc j'aimerais commencer à parler des griots. Certains parmi vous doivent connaître les griots. Les griots, ce sont les passeurs de tradition du pays mandingue. Le pays mandingue, c'est l'aire géographique qui englobe, et si certains sont spécialistes, peut-être ils pourront faire la liste des pays avec moi, le Mali, le Sénégal, le Burkina Faso, la Gambie, la Guinée, un bout de la Côte d'Ivoire. Ce pays, c'était un royaume qui a été fondé au XIIIe siècle. Et à cette époque-là, on trouve déjà trace d'un premier balafon, pas celui-ci, celui-ci, comme vous savez, date du XIXe, mais d'un balafon qui est encore conservé et qui s'appelle, je crois, Bala Soso. Donc, quand on est un griot, on est au cœur de la transmission. Comment devient-on un griot? On devient griot par une initiation, pas par un rite initiatique, mais par une initiation qu'on doit commencer dès son plus jeune âge. Et par exemple, Pape qui est ici, et dont je peux juste citer un petit peu l'histoire, quand on est adolescent, on doit partir, si on a décidé de devenir un griot, on doit partir, quitter sa famille et aller auprès d'un maître. Et cette notion de maître, elle est extrêmement importante puisque dans l'idée de la transmission, celui qui reçoit est sous la protection et sous l'égide de son maître ou chef de groupe. Et moi-même, quand je me suis rendu plusieurs fois au Sénégal pour apprendre le balafon auprès d'un maître que vous verrez tout à l'heure en vidéo, j'ai dû moi-même trouver ma place au sein d'un groupe dans lequel il y avait un chef de groupe. Et on est toujours ainsi dans une filiation. Voilà. Après, ce qui est aussi à noter, c'est que du coup, on reste extrêmement longtemps attaché à sa communauté quand on est un griot. Et le but du griot, c'est de continuer à transmettre les notions, les valeurs, parfois la religion, mais assez rarement, du pays du mandingue. Donc je répète ce mot, le pays mandingue, le mandé, c'est l'aire géographique dans laquelle s'inscrit cet instrument, au Mali. Voilà. Je vais peut-être vous parler un tout petit peu de moi, pour que vous sachiez un petit peu ce que je fais aussi. Moi je suis percussionniste. J'ai une formation classique, c'est-à-dire que j'ai fait du piano, de la percussion dans un conservatoire de banlieue parisienne. Et j'étais assez jeune attaché à des musiques traditionnelles, puisque dans mon conservatoire, on apprenait à jouer certaines percussions traditionnelles, c'est-à-dire qu'on les trouvait dans l'enseignement. C'est-à-dire que j'ai appris beaucoup de choses par l'oralité musicale, sans partition. Mon maître d'un tambour que j'apprenais me transmettait des pièces que je devais apprendre par cœur. C'est ce qu'on appelle la tradition orale. Donc j'ai assez tôt baigné dans une ambiance traditionnelle, tout en faisant de la musique classique. Ensuite, en faisant mon petit chemin, je me suis retrouvé à faire le choix d'être percussionniste. Et quand j'ai eu 20 ans, j'ai rencontré une musicienne qui s'appelle Alice Sissoko et qui est professeure ici au Conservatoire du Havre, et qui m'a dit chercher un musicien pour jouer dans un groupe de musique traditionnelle dans lequel il y aurait besoin de jouer de la musique africaine. Je n'étais encore jamais allé en Afrique et je ne connaissais pas le balafon. Et je lui ai dit que moi ça m'intéressait parce que, intéressé par les musiques traditionnelles, je trouvais que c'était un chouette challenge que d'essayer de découvrir une musique en plus.
on a commencé à travailler ensemble et très vite j'ai compris que pour essayer de comprendre quelque chose à cette musique, il fallait avoir un maître dans cette musique-là. Donc Pape, que vous verrez en vidéo tout à l'heure, a commencé par m'enseigner des rudiments de musique mandingue, la musique dont on parle avec ce balafon. Mais il me fallait un maître de balafon. Donc je suis parti au Sénégal plusieurs fois pour apprendre auprès d'un griot mandingue de nationalité guinéenne. Voilà. Et donc c'est comme ça que je me suis un peu perfectionné dans l'apprentissage du balafon mandingue. Voilà. Si on parle un peu de l'organologie de l'instrument à présent, vous allez voir qu'on va retrouver différentes matières ce soir. L'élément qui va nous accompagner, c'est la calebasse. La calebasse qui est ici, qui sert de résonateur, qui est un cucurbitacé. On le trouve là. On le trouve aussi sous ce balafon. On le trouve aussi sur l'arc qui est là. Aujourd'hui, la calebasse sur un marimba est remplacée par les tubes, par les résonateurs, qui sont directement accordés manuellement. Alors qu'en Afrique, on prend le fruit, et en fonction de sa taille, on essaye de voir s'il est bien accordé avec le balafon. Vous avez une armature qui est en bois, des ligatures d'armature qui sont en cuir de bœuf. Et ça, je l'ai appris récemment. Moi, j'étais plutôt habitué pour les accroches de lame à du fil, comme sur ce balafon-là. Ici, en fait, vous avez du cuir d'antilope. Voilà. Le facteur que j'ai vu parler de ce choix explique qu'il préfère le cuir d'antilope qui est plus souple que le cuir de bœuf. Donc le cuir de bœuf va tenir l'armature solidement, mais ne résisterait pas par sa dureté aux besoins des lames de vibrer. Donc on met du cuir d'antilope qui est plus souple. Voilà. Le bois, lui, comme pour le marimba, c'est un bois assez particulier. Alors, le marimba, on va prendre du palissandre aujourd'hui, ça vient en général du Honduras. Ce bois-là, ça dépend si on est en forêt équatoriale ou en forêt sèche. Et on prend en général un bois mort qui est extrêmement dur et on va essayer de creuser les lames dans le cœur d'un arbre mort parce que c'est là que le bois va être le plus dur. Ce qui ressemblait avant aux cocons d'araignée qui ont été refaits avec, je ne sais plus ce que la restauratrice a utilisé, si c'est du papier à cigarette ou si c'est du plastique ou d'autres feuilles. Moi-même, sur ce balafon-là, j'ai monté simplement des bouts de sac plastique qui sont collés sur le trou de la calebasse. Et du coup, quand on tape sur la calebasse, je ne vais pas jouer tout de suite parce que vous l'entendrez tout à l'heure, le balafon, la calebasse encaisse l'air qui est projeté par la lame et du coup, le sac plastique respire. Et comme il est un petit peu fatigué, il suffit de le fatiguer un petit peu avec le pouce, en fait, il est un peu lax et donc il se met à grésiller. Et ça donne ce timbre si particulier du balafon qui est ce timbre grésillant. Je vais vous en parler avec un autre instrument. Voilà, ça c'était pour ce qui nous ramenait au collectage du cocon d'araignée. Moi, ce qui m'impressionne beaucoup, c'est l'aspect extrêmement rudimentaire, mais très précis du travail qui est fait. Les instruments sont parfaitement accordés, ils ne sont pas faux. Ce balafon est faux parce qu'il a 160 ou 180 ans, je ne sais plus. Il est du milieu du 19e siècle, mais les balafons qui sont livrés sont en parfait état de fonctionnement. Et vous avez vu que ce qu'on a, c'est de la matière animale, donc du cuir, avec lequel on fait les ligatures et les tenants de lames. On a du bois qui sert à faire les lames, à faire les montants, et on a du fruit qui sert à faire les résonateurs. Ensuite, pour faire les baguettes, on a de la sève et on a un manche de bois, donc c'est a priori mon manche. Ça, ces savoir-faire-là, ils sont extrêmement précieux. Et heureusement, là-bas, ils ne sont pas du tout perdus, puisque les traditions sont extrêmement vivaces. Donc, vous verrez quand on va parler d'autres styles proches ou découlants
du balafon que tout ça, ça évolue, mais les musiciens sont extrêmement proches de la facture originale. Et c'est pour ça que je voulais vous montrer un instrument qui ne vient pas du pays mandingue, donc de l'un des pays cités tout à l'heure, mais qui vient, celui-ci, il vient d'Afrique du Sud. Il s'appelle l'harpe ouadi. J'ai eu la chance de pouvoir apprendre à en jouer auprès d'une musicienne qui s'appelle Montombi Matotiana, pour le nom. Et pourquoi est-ce que j'ai choisi de vous montrer cet instrument? Parce qu'en fait, on retrouve des choses extrêmement simples et un peu similaires. On a la calebasse qui va servir de résonateur, c'est-à-dire que la corde, si elle était sans calebasse, elle sonnerait de façon assez imperceptible. La résonance de la corde passe dans un manche en bois, qui lui-même transmet sa vibration à la calebasse. Et on trouve à nouveau quelque chose qui est extrêmement rudimentaire, mais qui musicalement fait un instrument tout à fait intéressant. Cet arc, qui s'appelle l'arc ouadi, c'est l'ancêtre du berimbau brésilien. C'est cet instrument-là qui a voyagé avec le peuple bantou et qui est parti en Amérique du Sud et qui est devenu ensuite le berimbau. Le berimbau, c'est le même instrument, mais on le joue avec un galet, avec une baguette, avec un cachichi, qui est une espèce de maracas. Ça, je ne sais pas en jouer du berimbau. Donc, je voudrais vous jouer un morceau pour cet instrument-là. Et commencer à introduire aussi l'idée de gamme, l'idée de mode. Je vais vous faire écouter le son de l'instrument. L'instrument est accordé sur une note fondamentale. Et on va obtenir des notes différentes par filtration du son en ouvrant ou en fermant la calebasse. Est-ce que vous entendez le son qui évolue ? On peut modifier le son avec l'index. On a un ton au-dessus, et pareil, on va appliquer le même principe. Donc dans mon échelle, j'ai autant de notes que de filtres que je peux faire.
illustrer dans les différentes pièces que je vais vous faire écouter, c'est que dans la musique mandingue et dans la musique africaine noire, en général, on retrouve des musiques extrêmement répétitives qui sont faites à partir de gammes qui sont des gammes simples. Et toute la richesse de cette musique, si je peux me permettre d'utiliser un seul pronom pour une aire géographique aussi grande, toute la richesse de cette musique, c'est la variété dans la répétition. Donc, quand on a besoin de variété, il y a évidemment la qualité du motif qu'on répète, il y a l'enthousiasme, l'idée, la parole qu'on met aussi derrière, parce que souvent ces musiques accompagnent des chants, et il y a aussi la qualité du timbre. Et là, ça rejoint la qualité de la facture du balafon que vous avez vu être construit, et de cet instrument qui, a beau être extrêmement rudimentaire, sonne très bien. La catasse est complètement accordée, elle est sélectionnée pour aller avec la hauteur de la note qui est jouée. Je vais passer à un autre instrument qui a un drôle de lien avec un des instruments qu'on a ici. C'est un instrument qui s'appelle kalimba. Et cette kalimba, elle s'appelle mbira. Et le nom de mbira a donné le nom de l'instrument marimba. Je l'ai découvert en préparant ce concert. À nouveau, les peuples du sud de l'Afrique qui jouaient des kalimbas, donc ce sont des lamellophones, on peut dire famille des claviers, comme un balafon, comme un marimba, sont partis de leurs instruments, dont l'un d'eux s'appelait mbira, et arrivés en Amérique du Sud, quand ils ont reconstruit des instruments, ils ont commencé à construire un instrument en bois qui était peut-être issu d'un balafon qu'ils avaient envie de construire. Ils l'ont appelé mbira, et cet instrument est devenu marimba. Le marimba s'est répandu en Amérique latine et est revenu en Europe pour nous donner le marimba. Ce n'est pas notre xylophone d'orchestre qui nous a donné le marimba. L'instrument et le nom. C'est cet instrument-là. Chez nous, le xylophone répondait plutôt à des besoins d'avoir des timbres qui puissent varier un petit peu de celui du glockenspiel qui était utilisé depuis assez longtemps, qui est un lamellophone à baguette qu'on entend dans Mozart, par exemple. Et donc, quand on a vu ce marimba débarquer d'Amérique latine, on l'a adopté. Il y en a dans Milhaud, il y en a dans un peu toute la musique du XXe siècle. J'en jouerai tout à l'heure. Mais son origine, c'est cet instrument-là. Ce n'est pas un instrument du pays mandingue, c'est un instrument d'Afrique centrale, mais il partage avec les balafons qu'on joue. Par exemple, le balafon que je joue quand je joue avec Pape Sissoko, c'est un balafon qui est diatonique, c'est-à-dire les touches blanches du piano, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Cette kalimba mbira, elle est accordée sur les mêmes notes, à l'exception du si qu'on ne trouve pas. Donc j'ai comme note do, ré, mi, fa, sol, la, do, ré, mi, fa. Et en bas, j'ai un la et un fa. Donc première proximité. Deuxième proximité, l'idée d'un son saturé. Les petites capsules de bière que vous voyez ici servent à grésiller et à saturer le son. Le fait de saturer, ça donne évidemment une couleur, mais ça permet aussi d'amplifier le son. Un son qui grésille est un son qui porte plus qu'un son qui est pur. Voilà. Et je vais vous jouer une petite chanson congolaise qui s'appelle Olélé. Bokanaye, boka boka kasai.
Voilà, la Kalimba Mbila. À présent, on va revenir dans le pays mandingue et on va aller au Burkina Faso. Cet instrument, c'est le premier balafon que j'ai eu, c'est mon papa qui me l'a ramené quand j'étais petit. Et j'étais déjà percussionniste en herbe, mais bon, quand ils m'ont fait ça, je ne savais absolument pas quoi en faire, donc je tapais un peu dessus. Et puis après, je me suis intéressé à la musique mandingue, donc j'ai su un petit peu plus ce qu'on pouvait en faire. Avant d'en jouer, on va parler un tout petit peu de l'échelle, le mode, ce qu'on trouve dans le balafon, dans les balafons. Alors, accrochez-vous. À l'origine, on pense que les balafons étaient équiheptatoniques. C'est-à-dire équi égale, hepta, tonique, ton. Des instruments à 7 tons égales. Donc pas do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, avec les différences d'intervalles qu'on a, mais 7 tons égaux, comme des marches égales. Ou équipentatonike. Donc des balafons à 5 tons égaux. On pense que le diatonisme est arrivé et a ensuite tout submergé et qu'on est arrivé de plus en plus, pour des besoins de standardisation, à des instruments qui sont soit diatoniques, comme le balafon mandingue, celui-ci était sûrement diatonique au départ. Les touches blanches du piano qui sont ici sur le marimba sont diatoniques, cette touche de la gamme de Do. On trouve des variantes d'instruments que nous on va appeler tempérés. Ce sont des instruments pentatoniques, c'est-à-dire des instruments, une échelle de 5 tons. Et au Burkina, dans le pays mandingue, on trouve 2 variations de ces pentatoniques, et celui-ci est accordé dans un mode qui s'appelle dioula bala. Donc c'est un instrument à 5 tons qui se répètent. Je vais vous les faire écouter. Alors pour ceux qui font un instrument, les notes ici c'est si, do,
octave ici. Je vais vous jouer un morceau qui s'appelle Geneva. Ce qui ne nous empêche pas quand même de parler un petit peu de musique, de technique musicale. Ce que j'ai essayé de vous montrer là dans l'instrument, c'est que le balafon, évidemment, bon, vous l'avez remarqué, ça j'ai pas essayé de vous le montrer, c'est une technique particulière, mais dedans on trouve certaines choses qui sont caractéristiques de l'instrument. Les octaves parallèles. L'aspect véloce quand on fait une improvisation. Ce que les balafoninistes appellent roulement. Et aussi, et moi c'est ce qui m'a le plus impressionné quand j'ai commencé à essayer d'apprendre le balafon, c'est l'aspect en fait contrapuntique de l'instrument. Le contrepoint, c'est quand on a deux lignes qui sont parallèles. Et ça, j'ai essayé de vous le faire entendre quand j'ai joué le balafon. On a une ligne de basse. Et on peut avoir autre chose. Là, par exemple, c'est ternaire, binaire. Donc c'est pour un instrument extrêmement simple, un instrument qui a quand même des techniques très particulières qu'il faut apprendre à maîtriser. Et vous verrez tout à l'heure, quand vous verrez Mohamed Sissoko, mon maître, jouer, quand je vous passerai la vidéo, on trouve un peu de tout ça. On trouve de la répétition, de la qualité de la répétition, de la qualité d'invention dans la répétition, et puis tout ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire de l'improvisation, de voix. Voilà.
Maintenant, je voudrais passer au marimba. Et vous jouez 2 pièces dans lesquelles vous allez voir ce que nous, les musiciens classiques, contemporains, c'est-à-dire les musiciens d'aujourd'hui, on apprend à développer quand on joue le marimba. Et j'ai choisi pour vous 2 pièces qui montrent différents aspects que je vous ai montrés. Un aspect un peu véloce, la façon dont on fait des roulements au marimba, dans une pièce un peu impressionniste. Et ensuite, une pièce plus contrapuntique où vous verrez que tout est basé sur 2 voix qui sont parallèles. Ce sont 2 pièces d'un compositeur américain qui s'appelle Jacob Juckman, et ça s'appelle Reflections on the Nature of the Water, réflexion sur la nature de l'eau. C'est un cycle de 6 ou 9 pièces, je ne sais plus, je vais vous en jouer 2.
l'échelle, les modes qu'on trouve possibles dans ce marimba sont les modes, sont les échelles du piano. C'est un instrument qui a le diatonisme du balafon mandingue et le chromatisme, puisqu'on a aussi les touches noires du piano. Donc on a tous les demi-tons. Certains balafonistes aujourd'hui se sont aussi spécialisés dans les balafons chromatiques. Alors j'en ai jamais vu en jouer de mes yeux vus, je ne sais plus comment on dit, peut-être comme ça. Mais voilà, l'instrument continue à évoluer. On fait même donc des balafons chromatiques qui ont les touches blanches et les touches noires. Pour placer à nouveau cet instrument dans le cadre un peu de tout ce qu'il peut nous transmettre, la deuxième pièce que je viens de jouer, c'est un mouvement d'habanera, qui est une danse de Cuba et d'Amérique centrale, et son origine est africaine. Ce qu'il y avait dans la deuxième pièce. Est-ce que ça peut venir du balafon ou d'une autre musique d'Afrique? Je ne sais pas. Mais il y a une descendance en tout cas. Pour finir, je vais vous rejoindre un dernier morceau sur le balafon. Et ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le balafon, il peut être joué dans des orchestres traditionnels dans lesquels les instruments sont tous des instruments traditionnels. La kora, le balafon, le djembé, le sabah, le tama, qui est un instrument SL, le ngoni. Mais il peut aussi être joué dans des ensembles instrumentaux traditionnels que nous on appelle modernes, comme celui-ci. Et en Afrique, on trouve beaucoup d'orchestres où il y a maintenant une guitare basse, une guitare électrique, un clavier synthétique et le balafon à sa place. On peut aussi, comme vous avez vu dans la vidéo, quand les deux balafons sont livrés, ils sont livrés à deux parce qu'ils vont être joués ensemble. Donc des ensembles de balafons.